L'histoire commence il y a 249 ans, dans un pays qui connaissait la paix et la stabilité. Par ce qui semblait être une journée ordinaire, les gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes flânant dans les marchés, discutant dans les rues, totalement inconscients de la catastrophe imminente. Soudain, un immense portail s'ouvrit dans le ciel, marquant le début d'une calamité. De là descendirent des êtres terrifiants venus d'un autre monde, des créatures qui seraient bientôt connues sous le nom de démons. Sans hésitation, ces démons lancèrent un assaut féroce contre l'humanité. Leur déclaration de guerre était claire, et leur destruction fut rapide et impitoyable. Ce fut le véritable début de l'invasion démoniaque. En réponse à la crise, l'Alliance orthodoxe rassembla rapidement une force connue sous le nom de Corps orthodoxe d'extermination des démons du ciel, jurant de repousser les envahisseurs. Cependant, 3 jours plus tard, ils affrontèrent la Légion des démons dans la région d'An et subirent une défaite cuisante. En un an, la moitié de la population des plaines centrales fut anéantie. Dans un ultime effort désespéré, des guerriers des factions orthodoxes et non orthodoxes s'unirent pour former une dernière force de résistance aux Sichuans. La bataille finale fit rage pendant plus de 15 jours, mais malgré leur détermination, 90% des résistants furent massacrés et la plaine centrale tout entière tomba. Les rares survivants furent capturés et emmenés comme esclaves dans le monde des démons. Parmi eux se trouvait le protagoniste de notre histoire. Il passa 5 ans dans ce royaume cauchemardesque, subissant captivité, torture et expériences horribles. Naissant la capacité de maîtriser l'énergie interne, il fut qualifié de spécimen rare et soumis à des tests encore plus cruels. Finalement, il fut transformé en arme vivante. Après avoir subi un lavage de cerveau brutal, il fut enrôlé dans l'armée de subjugation des démons. Pendant des décennies, il participa à d'innombrables invasions à travers d'autres dimensions, laissant derrière lui des traînées de sang et de souffrance. Sa vie devint un cycle de massacres et de guerres. Après 75 ans de combats esclavagistes, sa violence implacable lui valut la reconnaissance et il fut élevé au rang de commandant au sein des rangs démoniaques. 120 ans plus tard, son nom devint craint et respecté parmi les démons. Mais il découvrit alors un puissant secret, qui allait tout changer. Il passa les 50 années suivantes à chercher avec obsession comment révéler cette vérité cachée et agir en conséquence. Après 65 années supplémentaires de planification, il a finalement lancé une rébellion massive contre les démons. Une semaine après le début du soulèvement, nous arrivons au moment présent. Le champ de bataille était maculé de sang, et le coup de la rébellion était évident. Lors d'une confrontation brutale avec le roi démon en personne, la rébellion fut définitivement écrasée. Le roi démon Taran l'a personnellement confronté, exprimant sa déception envers celui qui avait autrefois été un commandant célèbre. Le traitant de moqueur par son ancien nom, Fungrintal, le roi l'a profondément provoqué. Alimenté par la rage et la haine pour le nom qui symbolisait son tourment passé, le protagoniste s'est déchaîné avec violence. Dans un ultime acte de défi, il a révélé au monde sa véritable identité. « Je m'appelle Sapayan. » Le roi démon Taran prit la parole, la voix empreinte d'une réelle confusion quant à la nature humaine. Il admit observer Sapayan depuis longtemps. Malgré son manque de talent et ses faibles capacités, Sapayan possédait une obsession inébranlable pour la survie, un trait que le roi considérait comme sa seule véritable force. Taran demanda pourquoi, après toutes ces années, Sapayan avait choisi d'agir avec autant d'imprudence. À cela, Sapayan répondit calmement mais fermement, il devait combattre le roi, l'affronter directement, ne serait-ce qu'une seule fois. Il expliqua qu'il était nécessaire de se tester, de connaître ses propres limites avant le véritable combat à venir. Ce combat n'était pas une question de victoire, mais de compréhension. Le roi démon trouva le raisonnement intrigant, mais le qualifia néanmoins de naïf et de stupide. Il avertit Sapayan que ce serait la fin, qu'il n'y aurait pas de seconde chance. Mais Sapayan, couvert de sang et grièvement blessé, refusa de céder. Avec une détermination inébranlable, il cria qu'il ne se laisserait pas tuer ni ici, ni aujourd'hui. Puis, en un instant, il déchaîna une force surhumaine, et une lumière aveuglante déchira l'air. Les yeux du roi démon s'écarquillèrent. Il reconnut immédiatement le phénomène, le retour du temps, un pouvoir interdit autrefois connu uniquement de Noron, l'ancien maître du mal. À cet instant de prise de conscience, Taran murmura que désormais, tout prenait sens. Toute la douleur, la torture et les défaites que Sapayan avait endurées pendant 120 ans n'avaient eu qu'un seul but, cet instant précis. Consumé par la rage et le défi, Sapayan hurla au visage du roi démon, le menaçant d'une promesse effrayante, la prochaine fois qu'ils se rencontreraient, il les détruirait tous, aucun ne serait laissé en vie. Le roi démon, cependant,
se contenta d'un sourire sarcastique, apparemment imperturbable. Pourtant, pour la première fois, il témoigna à Sapayan un respect sincère, le qualifiant de seul humain qu'il ait jamais véritablement admiré. Puis, tout a disparu dans une explosion massive. Dans la scène suivante, le temps remonte 10 ans avant l'invasion démoniaque. L'histoire revient dans les plaines centrales, sur les terres paisibles de l'Académie d'arts martiaux de la source du dragon de l'Alliance orthodoxe. Les ouvriers parlaient entre eux d'un incident étrange, un éclair avait frappé le terrain d'entraînement de l'Académie avec une force telle qu'il avait détruit le toit. L'un d'eux soupira de soulagement, constatant que seul cet échec avait été blessé. Il s'avéra que cet échec était dû à Sapayan, un instructeur d'arts martiaux dépourvu d'énergie interne. Bien que ses blessures fussent légères, un autre homme fit froidement remarquer qu'il aurait préféré que la foudre fasse plus de dégâts, car c'était le jour de l'exécution publique de Sapayan. Peu après, la cérémonie d'exécution commença, mais sans aucune forme de punition. Elle prit plutôt la forme d'un duel officiel. Un officiel s'avança et annonça le début du concours pour le poste d'assistant instructeur de lance à l'Académie de la Source du Dragon. Le duel allait opposer l'actuel instructeur adjoint, Sapayan, à son adversaire, Meng Sonok, surnommé la lance divine invincible. Ce duel allait déterminer si Sapayan était digne de conserver son poste. Meng Sonok, un sourire confiant, attendait le début du duel. Il se moqua de Sapayan, disant qu'il s'attendait à ce qu'il esquive l'affrontement en prétextant la foudre. Pourtant, Sapayan semblait calme et inébranlable, ne manifestant aucune peur malgré ses blessures. Son sang-froid déstabilisa Meng Sonok. Après une annonce officielle, le duel commença. Les deux hommes furent rappelés à l'ordre, combattaient avec honneur, comme de véritables guerriers. À la surprise de Meng Sonok, Sapayan résista bien mieux que prévu. Meng se moqua de lui à nouveau, suggérant qu'il avait peut-être simulé l'incident de la foudre pour gagner sa sympathie ou éviter le combat. Il admit néanmoins que Sapayan avait du courage et, par respect, décida de mettre fin au combat rapidement. Sindok suggéra à Sapayan de se rendre dans un futur lointain, le sous-estimant complètement. Sapayan se remémora le passé et le mépris qu'il avait subi, car il était instructeur dans une académie d'arts martiaux et ne pouvait utiliser son énergie intérieure. Il se souvint de la défaite humiliante qu'il avait subie lors d'un duel public. Comment il avait perdu son poste d'instructeur et avait été contraint d'accomplir des tâches dégradantes et subalternes qui lui avaient fait vivre des jours extrêmement difficiles. Tout cela prépara Sapigon à ce moment précis qu'il attendait avec impatience. Meng Sondeok, irrité par les paroles de Sapigon, ne les comprenant pas, l'interrogea avec colère sur ses absurdités. Sapigon, avec un sourire de défi, déclara qu'il avait attendu ce moment si longtemps pour lui faire face. La colère de Mangok grandit face à l'arrogance affichée par Sapayan et il expliqua qu'il avait voulu lui accorder un peu de fierté par respect pour son rôle d'instructeur. Meng Deok utilisa avec force l'art de la lance du démon taureau, déclarant avec colère qu'il était temps de réduire au silence l'arrogance à Payon pour toujours. Ses yeux brillaient de colère tandis qu'il lançait une attaque massive utilisant la première forme de charge du taureau sauvage. Sindok fut surpris de ne sentir aucun impact de son attaque sur sa lance, ce qui accentua sa confusion. Sapigan répondit d'un ton moqueur que son attaque paraissait efficace, mais qu'elle devait d'abord atteindre sa cible pour avoir un quelconque effet. Sindok tenta à nouveau d'attaquer Sapigan avec force et une colère intense, mais ce dernier parvint à l'esquiver avec une facilité surprenante. Meng Deok, stupéfait, se demandait comment Segon avait réussi à esquiver son attaque aussi facilement, alors qu'il avait entendu dire qu'il était extrêmement faible. Mangok refusait de croire ce qui s'était passé, considérant que c'était une simple question de chance de la part de Sapian. Sindiok lança une nouvelle attaque plus féroce que la précédente, bondissant avec force dans les airs en hurlant de colère. Au comble de la rage, il annonça son utilisation de la quatrième forme de la lance du démon taureau, et déchaîna son attaque finale avec une puissance immense, hurlant à plein poumon, souhaitant la mort de Sapayigan. Alors que le duel s'intensifiait, Sapayan semblait extrêmement concentré et calme. Alors qu'il se préparait à bloquer l'attaque de Ming Sunok, il exécuta des mouvements gracieux et rapides avec sa lance, formant une solide barrière défensive. Après cela, il adopta une posture de combat pleine d'assurance, prêt à l'affrontement. Mangok rit avec sarcasme, affirmant l'impossibilité pour ses humbles techniques de lance de résister à sa puissante attaque. À cet instant, Segon surprit tout le monde en utilisant une technique étrange et étonnante, appelée boule de feu, qu'il créa de ses mains et lança vers son adversaire. La stupeur se lut sur le visage de Sindok. Il ne comprenait pas les paroles de Sapan et n'en croyait pas ses yeux. La boule de feu explosa avec une force immense,
renversant Meng Sindok à la stupeur générale. Les spectateurs, choqués et horrifiés, observèrent la scène. Sindok se roula au sol, tentant d'éteindre le feu qui s'était allumé en lui, hurlant de terreur. Le duel fut immédiatement déclaré terminé après que la supériorité de Seg eût été démontrée de manière décisive et choquante. Il fut officiellement déclaré vainqueur du duel et instructeur adjoint. Sapayan se remémora le passé où il avait été capturé vivant par les démons. Il se souvint comment il avait été entraîné dans le monde des démons et comment il avait lutté pour y survivre pendant des siècles. C'est à ce moment-là qu'il réalisa une chose essentielle, utiliser des techniques de combat comme le Kuyang et la magie de la haute altitude n'étaient pas si différents des arts martiaux traditionnels. À présent, le corps de son adversaire gisait au sol, brûlé et souffrant amèrement. Avec un léger sarcasme, Sapayan fit signe au bâton de sortir son adversaire de l'arène, saluant la qualité du duel. Les participants, les élèves et les spectateurs commencèrent à discuter de ce qui s'était passé, se demandant si la technique utilisée par Segon était véritablement un art martial. Les officiels exprimèrent également leur mécontentement et leur profonde confusion, se demandant comment Sapayan avait pu accomplir une telle chose, considérant que ce qui s'était passé était absurde et illogique. Malgré l'étonnement général et une certaine colère, un officiel s'approcha de Segon pour le féliciter de sa victoire. Mais celui-ci exprima sa confusion et lui demanda comment il avait utilisé son énergie interne alors qu'il savait qu'il en était incapable. Sapigan répondit avec un sourire calme que ce qui s'était passé n'était qu'un coup de chance. Sapayan expliqua l'affaire avec sarcasme, expliquant que quelques jours auparavant, il avait découvert une étrange herbe en se promenant et qu'après l'avoir mangée, il s'était soudain senti capable d'utiliser une énergie interne considérable. Cette explication sarcastique provoqua un profond mécontentement chez les fonctionnaires, qui considérèrent ses propos comme méprisants et irrespectueux. Face à la colère et au ressentiment persistant des fonctionnaires, Sap rétorqua froidement qu'ils avaient le droit de croire ses paroles ou de les rejeter, et se demanda si cela avait vraiment de l'importance. Il affirma ensuite n'avoir pas triché lors du duel. Il s'agissait d'une compétition pour le poste d'assistant instructeur de lance et aucune règle ne l'empêchait d'utiliser d'autres techniques que la lance. Sapayan exprima sa surprise d'être soumis à cette enquête et ses doutes malgré sa victoire franche et nette. À ce moment-là, un officiel furieux tenta de lui répondre, mais un autre intervint pour tenter de calmer la situation et conseiller à son collègue en colère de se calmer. Finalement, les officiels reconnurent calmement et officiellement la victoire de Sapion dans ce duel, confirmant leur reconnaissance du résultat malgré leur stupéfaction. Une fois le duel terminé et Sapigon déclaré vainqueur, un officiel s'apprêtait à prendre la parole pour donner les instructions suivantes. Mais Sapigon l'interrompit brusquement, expliquant à tous que, tant que tous les officiels seraient présents, il avait une requête importante. Il planta sa lance dans le sol et demanda formellement à passer un test pour passer d'instructeur adjoint à instructeur officiel. Après cela, Sepeong fut aperçu entrant dans l'académie, sous l'étonnement des élèves et des assistants qui commencèrent à chuchoter à son sujet avec curiosité, le désignant comme le vainqueur du duel. Sapigan se tourna vers les élèves qui parlaient de lui, les rassurer et sans la moindre contrariété. Une vue générale de l'Académie de la Source du Dragon apparut, l'une des institutions d'entraînement aux arts martiaux créées par l'Alliance orthodoxe pour former les combattants qui deviendraient plus tard ses principaux piliers. L'Académie précise qu'elle accueille des élèves issus de familles et de sectes renommées et que la formation est assurée par des instructeurs professionnels, répartis en assistants et instructeurs officiels. Leur mission consiste principalement à aider les instructeurs officiels à enseigner aux jeunes élèves. Sapigan entra dans une salle de l'Académie et se retrouva face à une personne qui l'attendait. Il lui demanda avec un vif intérêt ce qui lui était arrivé et comment il était soudain devenu capable d'utiliser l'énergie interne. Il s'avéra que cette personne était Jin Bayek, le chef du pavillon de récupération corporelle de l'Académie, médecin chargé de soigner les malades et non-instructeurs. Sapayigan répéta ce qu'il avait dit précédemment, à savoir que ce n'était qu'un coup de chance, ce qui irrita profondément Jin Beck. Celle-ci lui rappela qu'il l'avait soigné pendant longtemps et avait déployé d'énormes efforts pour tenter de résoudre son problème d'énergie interne, et il considéra cette explication comme une insulte. Jin Bayak ressentit de l'amertume et du chagrin, se demandant tristement à quoi bon tous ces efforts si c'était si simple. Jin Bayak, complètement dévasté, exprima sa profonde honte d'avoir affronté Sapayan. Il s'excusa profondément pour ce qui était arrivé, expliquant qu'il savait pertinemment combien Sapigan avait souffert de la haine à cause de son problème. À cet instant, il était clair que Segon était ému par les paroles de Jin Bayak, admettant que cet homme n'avait jamais changé et était comme un véritable père pour lui. Sa mémoire remonta 542 ans en arrière,
lorsque Jin Bayak l'avait sauvé, enfant, d'un incendie provoqué par une attaque de bandits. Il se souvenait aussi que Jin Bayak lui-même était mort ce jour-là en sauvant d'autres personnes. Mais Sapigan décida que cette fois-ci, ce serait différent et serra fermement la main de Jin Bayak, l'assurant qu'il veillerait à sa survie et lui demandant de ne pas se culpabiliser ni de s'inquiéter pour lui. Jin Bayak parut surpris par ces paroles. Mais Sapian le rassura et lui demanda de simplement lui faire confiance, lui confirmant qu'il réglerait tous les problèmes à partir de maintenant. Après cela, Sapian apparut dans sa chambre le soir, contemplant le ciel par la fenêtre, songeur. Sapigan invoqua un pouvoir magique dans sa main, et une vive lumière bleue apparut. Il comprit alors qu'en retournant dans le passé, il avait perdu plus de 90% de son énergie magique, et que le mieux qu'il pouvait faire pour le moment était d'utiliser la magie du 4e cercle. Sapigan exprima sa déception. Il lui avait fallu des siècles pour atteindre le 8e cercle de magie, mais il reprit ses esprits et affirma qu'il devait être reconnaissant de posséder encore son énergie magique actuelle. Le regard déterminé et une résolution intense, il s'assura qu'il était bel et bien revenu de cet enfer où il avait vécu. Il se remémora son retour d'une sombre chronologie, décrivant ce monde comme un véritable enfer. Sapian expliqua que l'histoire avait été inversée et que les démons du monde de Jang Marin n'avaient pas encore commencé leur invasion. Mais il affirma fermement que le mot « encore » était la clé. Il a souligné que dans 10 ans, l'invasion reprendrait et Jang Murim s'effondrerait à nouveau. Mais cette fois, Sapiagon a affirmé que les choses seraient complètement différentes, car il possède des souvenirs de 300 ans d'expérience et de savoir. Il possède des informations précises sur le type de magie utilisée par l'armée démoniaque, ainsi que sur les outils et les armes qu'elle a préparés pour l'invasion. Et surtout, il sait exactement comment éliminer le roi démon lui-même. Pendant ce temps, le chef du pavillon, Jin Bayek, frappa à la porte de Ségon et lui demanda s'il était dans la pièce. Sapigan confirma sa présence et lui demanda ce qu'il voulait. Jin Bayak lui expliqua que le directeur adjoint de l'académie, Cheon Simyong, le recherchait. Sapayan fut surpris que le directeur adjoint ait transmis ce message par l'intermédiaire de Jin Bayek. Mais Jin Bayak affirma que cela ne l'intéressait pas beaucoup. Ce qui le préoccupait davantage, c'était son inquiétude pour Sapayan lui-même. Jin Bayak prédisait que la demande de Cheon Simyong serait liée au test de promotion demandé par Sapan, et lui conseilla d'être prudent. Il ajouta que l'épreuve serait certainement difficile, d'autant plus que Mingson Deok, qui avait perdu contre Sapayan, était la personne recommandée par Chaon Simyong, et qu'il lui en voulait visiblement beaucoup. Après cela, Jin Bayak s'interrogea sur le désir soudain de Seg de devenir instructeur officiel. Ce à quoi Seg répondit avec un sourire confiant que c'était le premier pas vers la réforme de cette académie. Sapayagon se souvient d'un souvenir du passé, l'Académie de la Source du Dragon était autrefois célèbre et considérée comme l'une des 3 meilleures écoles d'arts martiaux orthodoxes. Mais il y a 2 ans, le directeur de l'Académie, qui figurait parmi les 10 meilleurs maîtres d'arts martiaux, a soudainement disparu sans laisser de traces. L'Académie l'a recherché pendant 2 ans, en vain, et il a été extrêmement difficile de lui trouver un remplaçant du même calibre, ce qui a entraîné un déclin significatif de la réputation de l'Académie. Sapayan se dirigea vers la salle de réunion et ouvrit la porte, prêt à affronter le directeur adjoint. Cheon Simyong, directeur adjoint et responsable de l'enseignement des techniques d'épée, commença la réunion en demandant à Ségon si sa demande de promotion était sérieuse. Intérieurement, Sapan décrivit Cheon Simyong comme la principale cause de la détérioration et de la chute de l'Académie de la Source du Dragon. Malgré cela, il sourit et répondit avec un respect apparent, confirmant le sérieux de sa demande, s'adressant à lui par le titre de directeur adjoint. Sapayan ouvrit la porte de la pièce, se préparant pour la réunion qui l'attendait. Il entra dans la pièce où l'attendait le directeur adjoint de l'académie, Cheon Simyong, accompagné d'un instructeur principal. Cheon entama la conversation en confirmant la demande de promotion soumise par Ségan. Chaon Simyong lui demanda avec un sérieux extrême s'il était vraiment sérieux dans sa demande. Sapigan fixa le directeur adjoint d'un regard profond et déterminé. Soudain, il se souvint du jour de l'invasion démoniaque, lorsque l'académie avait été ravagée par les flammes. À cet instant, il se souvint de son propre état de misère au milieu de la destruction et du chaos. Sapigan se souvint des immenses failles apparues un peu partout, d'où surgirent des monstres inconnus. Et ces monstres commencèrent à tuer sans pitié. C'est à ce moment-là que débuta l'invasion catastrophique, baptisée « Race des démons ». Il se souvint également des jeunes étudiants de l'Académie de la Source du Dragon et de leur brutale exécution par ces monstres terrifiants. Ce jour-là,
il se souvint d'un étudiant ayant appelé à l'aide un instructeur, mais celui-ci s'était enfui, l'abandonnant. Pigong se souvint alors que le directeur adjoint Chon Sim-yong avait été le premier à fuir le site de l'invasion. Et s'il n'avait pas fui dès le début, l'académie aurait peut-être évité ce terrible sort. Les cris des étudiants sacrifiés ce jour-là résonnèrent dans son esprit, debout devant les deux hommes présents dans la salle. Sepeong se rassure alors que tout cela n'a pas encore eu lieu, car il est retourné dans le passé. Néanmoins, il se promet de ne jamais oublier le visage hypocrite et répugnant de Chon Sim-yong. Puis, il lui adresse un sourire sarcastique et lui demande, avec une politesse apparente, ce qu'il attend de lui. Chon Sim-yong lui répond calmement qu'il lui communiquera les détails du test et que celui requis pour sa promotion au rang d'instructeur officiel consisterait à attaquer la forteresse des chevaliers démoniaques. Sapigan parut quelque peu surpris et demanda si le directeur adjoint parlait bien du groupe de bandits sur la montagne derrière l'académie. Chion confirma qu'il parlait bien d'eux et que l'épreuve consistait à les tuer. Il fut précisé que le bastion des chevaliers démoniaques était le quartier général d'un groupe de bandits qui s'était établi sur l'ancienne montagne sacrée près de l'académie et que ce groupe avait causé d'importants dommages à la population locale. Sapigan prit le document portant les détails du test, signé par le directeur adjoint Chon Sim-yong, le lut attentivement et dit calmement « D'accord ». Sapigan se demanda alors quel rapport ce test avait avec son métier d'instructeur d'arts martiaux. Ce à quoi Chon Sim-yong répondit, visiblement furieux, que ce test était considéré comme une exigence fondamentale pour tout instructeur officiel. L'autre instructeur principal, Bong Ryo-young, affirma alors que les instructeurs officiels étaient le cœur de l'académie. Les instructeurs principaux de l'académie, tels que Cheon Sim-yong et Byung Ryo-young, ainsi qu'Imbuk et Sampilg, ont été présentés, expliquant leurs grandes compétences et leur reconnaissance par l'Alliance orthodoxe comme maîtres d'arts martiaux. Byung Ryo-young affirmant affirmé qu'ils avaient tous accompli de grandes prouesses, comme l'élimination de chefs d'arts martiaux maléfiques et de bandits. À ce moment-là, Segon les interrompit avec indifférence et demanda froidement « Combien de temps me reste-t-il » Le directeur adjoint Chon Sim-yong répondit avec une clarté absolue qu'il avait exactement 2 semaines et que s'il était en retard ne serait-ce que d'1 jour, il perdrait définitivement toute chance de promotion. Sapayan sourit avec assurance et répéta calmement, un sourire sarcastique aux lèvres. 2 semaines. Alors qu'il quittait la salle devant le directeur adjoint Cheon Sim-yong, Saping annonça qu'il reviendrait dans 3 jours seulement, ignorant ainsi le délai de 2 jours que le directeur adjoint lui avait fixé. Cet acte irrita l'instructeur principal, Bong Ryo-young, qui perdit son sang-froid et traita Segon de petit gamin arrogant. Tandis que le directeur adjoint semblait perdu dans ses pensées, l'instructeur Bong exprima à nouveau sa colère et demanda avec émotion au directeur adjoint s'il avait vraiment l'intention de promouvoir cet arrogant. Mais Chon Sim-yong le rassura d'un sourire malicieux, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter et lui assura avec sarcasme que le pauvre assistant instructeur Sapien ne reviendrait jamais. Pendant ce temps, Sapigan quitta les lieux très rapidement grâce au sort de hâte. Tout en s'affirmant avec colère que Chon Sim-yong n'était qu'un hypocrite et qu'il était pleinement conscient de ses intentions, Sapien commença à penser à la forteresse des chevaliers démoniaques et à se rappeler les informations dont il disposait, constatant qu'elle était apparue à peu près au moment où l'alliance de la forêt de la rivière verte commençait à gagner en notoriété et que les informations disponibles à son sujet étaient très rares. Au même moment, l'autre instructeur fut extrêmement choqué par les informations révélées par le directeur adjoint sur le chef de la forteresse, lui demandant avec étonnement s'il était sérieux. Le directeur adjoint, Cheon Sim-yong, confirma d'un ton sarcastique que le chef de la forteresse des chevaliers démoniaques était Taka Gojang, un maître maréchal extrêmement dangereux et féroce, connu pour être l'ancien chef d'une secte maléfique appelée la secte du brise-ciel. Il expliqua que, bien que tout le monde le croyait mort des mains de traîtres des années auparavant, il avait survécu, traqué et tué brutalement tous ceux qui l'avaient trahi. Poursuivi par de nombreuses personnes en raison de sa vengeance sanglante, il se cachait dans cette zone depuis peu. L'autre instructeur principal exprima son étonnement face aux informations secrètes que détenait le directeur adjoint et lui demanda avec surprise comment il les avait obtenues. Le directeur adjoint se contenta de rire et lui répondit que ce n'était pas important. Chon Sim-yong poursuivit en expliquant que, bien que Sepean ait fait preuve d'une force surprenante lors du précédent duel, cela n'était possible que parce qu'il avait dissimulé ses véritables capacités. Il ajouta cependant que cette mission était une véritable épreuve, et non un simple duel. Il était donc absolument certain que Sapaon n'en reviendrait pas vivant. Pendant ce temps, Sapigan avançait à toute vitesse vers sa cible. Il réalisa que si Akoji était aussi fort que dans ses souvenirs, la magie du 4e cercle qu'il possédait actuellement ne suffirait pas à le vaincre.
Mais Segon comprit soudain que la solution était simple et atteignit l'endroit prévu à une vitesse fulgurante, où il commença à descendre grâce au sort de lévitation. Dès qu'il parvint à l'entrée du lieu, Seg décida d'augmenter son énergie magique et d'élever son niveau de magie à un cercle supérieur. Sapigan se souvint que ses connaissances et son expérience magique initiale équivalaient déjà au 8e cercle et utilisa le sort de recherche pour explorer les lieux en profondeur. Sapigan remarqua que, vu de l'extérieur, l'endroit ressemblait à une falaise ordinaire. Mais en la touchant, il découvrit une barrière magique cachée, faite d'énergie magique, le mana. Sapigan sourit avec assurance et se rassura qu'il était au bon endroit et que personne n'aurait imaginé l'existence de tels lieux cachés dans les plaines centrales. Sapigan s'avança dans le lieu caché derrière les barrières de mana d'énergie magique et remarqua immédiatement la présence d'une pierre de mana rare de qualité spéciale. Il s'expliqua que cette pierre était la clé du pouvoir des démons, sur lequel ils s'appuient pour restaurer leur énergie lorsqu'ils envahissent différentes dimensions. Sapigan se souvint de la faiblesse de la technique de déplacement interdimensionnel utilisée par les démons, où la vitesse de déplacement des êtres vivants et des objets inanimés diffère considérablement. Un problème que les démons n'ont pas encore réussi à résoudre. La solution qu'ils ont trouvée fut d'implanter l'équipement dont ils auraient besoin dans les dimensions qu'ils envisageaient d'envahir, notamment ces rares pierres de mana. Sapigan remarqua que cette pierre était inutile aux humains des plaines centrales, incapables d'utiliser le mana, du moins pour l'instant. Mais dès qu'il la toucha, Sapayigan libéra une énergie immense et puissante. L'endroit trembla et le sol se fissura sous la puissante explosion d'énergie libérée par Sapayigan. Puis, le soir même, un groupe d'hommes s'approcha rapidement pour vérifier la source du bruit. Ces hommes semblaient être des partisans de la forteresse des chevaliers démoniaques. Parmi eux se trouvait leur chef, Akagojam. L'un de ses disciples demanda prudemment s'il y avait quelque chose d'inhabituel. Mais Akagoham, furieux, l'accusa d'avoir douté de ses sens et lui ordonna de se taire et de fouiller minutieusement, affirmant avoir ressenti une puissante explosion d'énergie dans les environs. Alors qu'ils cherchaient, ils furent surpris par des applaudissements venant d'en haut. Il s'avéra que Sapegang était assis tranquillement sur un rocher, se moquant d'eux, affirmant qu'il était certain qu'Akog était un maître maréchal de haut niveau. Akoji, furieux, lui demanda d'un ton sec qui il était. Ce à quoi Saigon répondit avec un sourire provocateur qu'il était instructeur à l'Académie de la Source du Dragon. Les disciples commencèrent à se demander avec surprise et inquiétude pourquoi un instructeur de l'Académie de la Source du Dragon se trouvait ici, dans leur forteresse. Mais Akoji, furieux, leur ordonna de se taire. Il demanda à Sapayan s'il était à l'origine de la précédente explosion d'énergie. Ce à quoi Sapayan répondit avec un sourire confiant et provocateur, « Et si c'était moi ?» À cet instant, sans hésiter, Akojom lança une attaque soudaine et violente contre Sapayan, lui annonçant qu'il le tuerait et que c'était la raison de sa venue ici. Ako fut très choqué d'entendre la voix de Sapayan se moquer de lui et lui demander s'il comptait vraiment agir ainsi. Les événements commencèrent par une puissante attaque d'Akyong, qui fonça avec force sur Seg pour l'éliminer d'un coup décisif. Mais Segan contra facilement son attaque grâce à un puissant sort, une lame d'énergie magique appelée « lame de mana », qui blessa les disciples d'Akoji et le stupéfia. Pêche poursuivit donc son attaque avec un sarcasme et un dédain évident, utilisant le sortilège de triche, et annonça à Akoji, d'un ton de défi évident, qu'il était venu ici spécialement pour le tuer. Le conflit entre s'intensifia et se transforma en un affrontement violent au cours duquel ils échangèrent des coups extrêmement puissants. Avec un sourire provocateur, Sapian donna à Akoji un conseil sarcastique, lui disant qu'il serait préférable pour lui de venger ses disciples tués, ce qui irrita profondément Akoji. Akiyam poussa un cri de stupeur et de colère intense, s'interrogeant sur la véritable identité de Sapayagon. Les deux camps échangèrent des coups violents et successifs, qui durèrent un long moment sans qu'aucun des deux ne parvienne à reprendre le contrôle de la situation. Durant le combat, Sapigon confirma une fois de plus son identité d'instructeur de l'Académie de la Source du Dragon avec un sourire confiant, parant habilement tous les coups de son adversaire. Akayam était stupéfait et choqué, incapable de croire que quelqu'un puisse le contrer aussi facilement. Il réalisa que Sapigan ne le prenait pas au sérieux. Dans un accès de colère intense, Akogam poussa un cri puissant et attaqua férocement. Dans une ultime tentative pour vaincre son adversaire, Sapigan esquiva facilement l'attaque grâce à sa vitesse et à ses compétences de combat supérieures. Akagoam décida d'utiliser ses techniques secrètes les plus puissantes, les arts de domination divine, et activa la technique de libération du cœur, augmentant sa puissance à un niveau terrifiant. Furieux que son adversaire l'ait poussé à utiliser cette technique puissante, Akyom hurla à Seg qu'il le regretterait amèrement. Au plus fort de sa rage,
Akoji révéla son passé douloureux et les souffrances qu'il avait endurées après avoir été trahi, et comment il avait concentré toute cette énergie négative pour la canaliser vers la vengeance. Mais il fut surpris par la froideur et le mépris de Sapong, qui ne prêta aucune attention à cela et répondit moqueusement, « Qui a demandé ?» Il lui répondit qu'il se fichait complètement des informations concernant une personne maléfique. Soudain, Sapiens lança un sort très puissant, appelé « Vague de gel », qui figea complètement Akiyam sur place, le laissant abasourdi. Avant qu'Akoji ne comprenne ce qui se passait, Segon lança un autre puissant sort, la chaîne astrale, qui lia complètement son adversaire. Akoji s'efforça de se libérer de ses entraves, mais ses tentatives étaient totalement féodales. Sapayan expliqua avec assurance que ce sort était initialement conçu pour traiter les personnes utilisant l'énergie interne, paralysant ainsi complètement ses mouvements. Akayam se demanda avec une colère intense comment Sapayan pouvait être capable d'utiliser une telle magie, l'accusant d'appartenir à la secte des démons. Mais Sep répondit calmement et avec mépris qu'il s'agissait de mana et non de magie, et le rabaissa en affirmant qu'il n'attendait pas grand-chose d'un simple bandit. Aka Goyom, rempli de rage et de fureur, lui hurla qu'il était maudit. Alors qu'il sentait sa fin approcher, Akoji exprima ses regrets et sa tristesse à l'idée que sa mort survienne dans un tel endroit. À quoi Sapayan répondit calmement et froidement, lui demandant s'il avait des regrets. Akoji se mit à hurler de douleur et de colère, déclarant qu'il n'avait pas encore pris sa revanche sur ceux qui l'avaient trahi, ceux qui avaient manipulé ses disciples lorsqu'il était à la tête de la secte du Destructeur du ciel. Il se remémora ses amères souffrances, affirmant que s'il s'était caché dans ces montagnes et avait rejoint la forteresse des chevaliers démoniaques, c'était uniquement par vengeance. Ako tenta de poursuivre l'exposé de ses motivations, mais il fut interrompu par les applaudissements sarcastiques de Sapayan, qui loua avec moquerie l'obstination d'Akoji à se venger et son refus d'abandonner malgré les difficultés, lui conseillant avec ironie que la vengeance devait être lente, complète et sans désespoir. Akoji se sentit insulté et pensa que Sapong se moquait de lui, l'accusant d'être un jeune homme ayant vécu une vie confortable sans réelle conscience de la souffrance. À ce moment-là, l'expression du visage de Sapigan changea de façon effrayante, et il lui dit d'une voix sombre qu'il n'avait pas vécu la vie aussi confortable qu'il le pensait. Akoji fut terrifié par le regard effrayant de Sapé et comprit que quelque chose clochait chez son adversaire. Sapayan décida alors de faire subir à Aki ses souffrances pendant un moment, lui faisant vivre le même enfer et les mêmes souffrances qu'il avait lui-même endurées pendant 200 ans. Soudain, Akogam se retrouva dans un lieu sombre et étrange. Ignorant où il se trouvait, il ressentit une confusion et une peur extrême, s'interrogeant sur cet endroit étrange. Puis, des visions terrifiantes du futur qui l'attendaient dans 10 ans apparurent devant lui, et il vit des hordes de démons terrifiants envahir et détruire tout sur leur passage, avec d'horribles scènes de mort et de tourments. Akoji se mit à hurler de terreur, incapable de supporter ces visions terrifiantes qui envahissaient soudain son esprit. Sapayan le ramena alors à la réalité et lui demanda sarcastiquement comment s'était passée son expérience. Il lui expliqua calmement que ce qu'il venait de voir était le futur qui se produirait dans 10 ans. Akoji s'effondra au sol, terrorisé et rongé par la douleur, et, avec une faiblesse extrême, il supplia Sapayan de le tuer et de mettre fin à ses jours, car il ne supportait plus ce qu'il avait vu. Sapigan répondit calmement, expliquant qu'il comprenait parfaitement sa requête, puis se prépara à exécuter sa sentence, affirmant que, malgré la difficulté de l'affaire, quelqu'un devait la mettre à exécution. Pendant ce temps, ailleurs à l'Académie de la Source du Dragon, le directeur adjoint Chan Simyong était sous le choc et l'incrédulité en contemplant l'arme massive d'Aka Gojam devant lui. Comprenant que Segon avait réussi la difficile mission qu'il lui avait confiée, Sapian jeta la tête d'Akyong devant le directeur adjoint Chaon Simyong, expliquant sarcastiquement qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il le croie s'il n'apportait que l'épée, et que c'est pourquoi il apportait la tête d'Akon comme preuve supplémentaire. Puis, Sap sourit avec sarcasme et assurance et suggéra qu'il commence à discuter de ses nouvelles fonctions après sa promotion au poste de premier instructeur. Le lendemain matin, à l'Académie de la Source du Dragon, la réaction des instructeurs à l'annonce du succès de Segon fut spectaculaire. Yuan Jin, l'instructeur principal de technique de poing, cria son incrédulité et sa colère. Yuan Jin continua d'exprimer son profond étonnement et son mécontentement, décrivant Sapayan comme l'ancien ennemi de l'Académie et s'interrogeant sur les raisons de son soudain accession au rang d'instructeur principal. De son côté, l'instructeur principal de tir à l'arc, Aon Biak, demanda si le gang Sapa avait réellement attaqué seul la forteresse des chevaliers démoniaques. L'instructeur principal de sabre, Dong Boyang, leur répondit, confirmant s'être rendu lui-même sur la vieille montagne sacrée pour vérifier l'affaire. Dong Boyang expliqua avoir trouvé les corps des bandits,
et plus particulièrement celui d'Akyong, à l'endroit précis indiqué par Segong. Dyong Boyoung continua de parler avec beaucoup d'hésitation et de confusion, affirmant ignorer comment cela avait pu arriver. Il ajouta qu'à l'exception d'Akiyam, tous les disciples avaient été tranchés d'un seul coup, ce qui suscita la suspicion et l'étonnement de tous. Un débat houleux s'engagea alors parmi les instructeurs, qui contestèrent ce qu'ils voyaient des compétences de Sapayan, d'autant plus qu'il était connu comme instructeur de lance et non d'épée. Mais le vice-directeur Cheon Simyong intervint fermement et mit fin à la dispute en leur demandant ce qu'il faisait. Les instructeurs s'excusèrent immédiatement auprès du directeur adjoint, tandis que Cheon Simyong réfléchissait en silence. Pendant ce temps, le directeur adjoint Chon Simyong, plongé dans ses pensées, se disait qu'il était totalement illogique que Sapayan puisse tuer Akoji et ses disciples seuls. Il se souvenait avoir rencontré Akyong et réalisé sa grande force, raison pour laquelle il lui semblait impossible qu'il soit tué facilement par Sapayan. Chaon Simyong se demanda si Jinbik, le médecin de l'académie, avait aidé Sapian dans sa mission. Mais il rejeta rapidement cette idée, car Jin Bayak n'avait pas les compétences nécessaires. Chaon Simyong décida d'enquêter davantage. Il demanda donc à l'instructeur Jung Boon de contacter le Palais des Ombres. On lui expliqua que le Palais des Ombres était l'une des plus grandes organisations d'assassinat du monde mûr mais qu'il était connu pour mener toutes ses missions à bien pour de l'argent. Le vice-directeur Chon demanda à l'instructeur Dung de soumettre une demande au Palais des Ombres afin de recueillir toutes les informations concernant Sapayan, y compris ses activités quotidiennes, ce qui surprit les autres instructeurs. L'instructeur principal, Yuan Jin, reçut une liste du directeur adjoint. Lorsqu'il l'interrogea à ce sujet, ce dernier le rassura en lui disant qu'il avait une idée précise de la situation. L'instructeur Yuan Jin lut le document que le directeur adjoint lui avait remis et s'interrogea, perplexe, sur son contenu. Le directeur adjoint lui expliqua qu'il s'agissait de la liste des élèves dont Sapayan serait responsable après sa promotion. L'instructeur Yuan Jin fut extrêmement surpris par ce qu'il lut sur la liste et ses yeux s'écarquillèrent de stupeur en comprenant l'intention du directeur adjoint. Il exprima sa grande admiration pour l'idée astucieuse du directeur adjoint, et Chaon Simyong confirma qu'il avait bien utilisé sa position. L'instructeur Yuan Jin rit en disant que Sek pourrait quitter son poste avant même que le Palais des Ombres ne soit informé de son cas, ce que le directeur adjoint acquiesça en riant, expliquant que cela était dû à son manque d'expérience. L'un des instructeurs demanda à Dong s'il avait donné la même liste à Sapayan, et Dong répondit que c'était effectivement le cas. L'autre instructeur s'enquit de la réaction de Segong, et Dong répondit qu'il avait simplement esquissé un léger sourire et affirmé avoir tout compris. Pendant ce temps, alors que Segong quittait les lieux, il se dit sarcastiquement et traita ses vieux instructeurs d'idiots, car ils avaient fait exactement ce qu'il attendait d'eux. Sapiak poursuivit ses pensées, confirmant qu'il était revenu à cet endroit et à cette époque précise pour une raison importante. Tout en marchant, il se souvint profondément du pouvoir qu'il avait reçu de Nazron et de sa capacité à remonter le temps, et se demanda sans cesse, que dois-je faire pour me préparer à l'invasion démoniaque? Il comprit clairement qu'il ne pourrait affronter seul l'armée démoniaque qui avait conquis de nombreuses dimensions. Il y a des limites à ce qu'une seule personne peut accomplir. Sapigan comprit clairement qu'il disposait de nombreuses ressources pour contrer l'invasion démoniaque. Mais il conclut que la meilleure solution était de former une armée puissante pour les affronter. Et comme il le pensait, Segong excluait l'idée que son armée soit composée de faibles comme ceux qui étaient morts avant son voyage dans le temps. Il souhaitait plutôt une armée puissante, maîtrisant tous les types de magie et d'arts martiaux. Sapigan observa les élèves considérés comme fauteurs de troubles parmi les disciples de première année et décida de se concentrer sur eux en priorité. Il remarqua que certains d'entre eux possédaient de grands talents, mais que leur tempérament et leur personnalité difficile freinaient leur progression. Parmi ces disciples, certains n'avaient aucun talent apparent ou étaient négligés par les professeurs car ils n'appartenaient pas à des familles prestigieuses. Sapigon pensait que les instructeurs principaux de l'académie avaient délibérément choisi ces élèves, pensant qu'ils ne seraient pas capables de les gérer. Mais il n'avait jamais imaginé la vérité à leur sujet. Il se souvenait de deux héros qui s'étaient illustrés durant l'invasion démoniaque. L'un était un maître de l'épée et le chef de l'Alliance céleste des épées, qui avait mené la résistance des Murmes contre les démons. L'autre héros, un archer expert en arts martiaux, dirigeait une escouade spécialisée dans les assassinats et l'infiltration et avait éliminé à lui seul le plus grand nombre de démons. Sapigon sourit en regardant les disciples debout devant lui, confiant que ces deux héros légendaires du futur étaient bien là, sous ses yeux. Ailleurs dans l'académie, l'étudiant Tani Jang était violemment battu par Gok Boy pendant son entraînement au combat. Tant le Jang s'écroula au sol, hurlant de douleur sous le coup violent de Gok.
Gokb déclara alors d'un ton sec que l'entraînement aux arts extérieurs n'était pas encore terminé et ordonna à Tanijang de se lever pour continuer. Mais Tanijang, l'aîné de la famille Onearsworth, supplia Gokboy avec difficulté d'arrêter de le frapper. Gokboy se mit en colère à la demande de temps et lui dit que les autres pourraient penser qu'il le brutalisait s'il continuait à se plaindre ainsi. Gokboy continua de provoquer Tanijang, lui disant qu'il devrait être reconnaissant de lui avoir enseigné sa technique d'arts martiaux spéciales, mais Tanijang répondit faiblement que le style de combat appris de sa famille était le seul dans lequel il excellait. Gokboy se moqua sévèrement de Tan lorsqu'il entendit le nom de la famille d'épée une étoile et ridiculisa la valeur de leur technique. Il continua d'humilier Tan, soulignant que ses faibles arts martiaux ne lui permettraient jamais de se défendre et lui demanda s'il souhaitait continuer à les apprendre. Tan le Jang ressentit de la colère et de la frustration face aux paroles de Gokboy et serra le poing pour réprimer sa colère. Mais un disciple intervint soudain et ordonna à Gokboy d'ouvrir le poing et de cesser de provoquer Tan, sous peine de devoir se battre à nouveau. Gokboy, irrité par le défi de cet élève, desserra rapidement le poing et s'éloigna. Réalisant qu'il ne pouvait pas l'affronter maintenant, Yoon Wik-young, l'élève de la famille des sabres dévastateurs, intervint et ordonna à Gokboy de cesser de causer des ennuis, surtout à l'approche des examens. Go recula, affirmant comprendre, mais il lança un dernier avertissement à Tanijang. Considérez-vous chanceux cette fois. Tanijang remercia son camarade de classe d'être intervenu pour le sauver de cette situation difficile, mais il paraissait confus et triste. Yoon Wik-young se tourna vers lui sans rien dire, semblant réfléchir profondément à ce qui s'était passé. Tanijang resta assis, seul et silencieux, après cette douloureuse confrontation, manifestant frustration et désespoir. À ce moment, quelqu'un entra dans la pièce et appela les trois étudiants, Yoon Wik-young, Gokboy et Tanijang. Go répondit, s'interrogeant sur la raison de cette convocation soudaine, et le messager leur annonça que le directeur adjoint Chan Sim-yong l'avait informé d'une nouvelle décision. Le messager annonça qu'il ne faisait plus partie de la classe Shamuleya, mais qu'il serait transféré dans une nouvelle classe, ce qui surprit et stupéfia profondément Gokboy. De son côté, Sepeong se tenait face au nouveau groupe d'étudiants spécialement choisis pour lui, qui le regardait avec impatience et prudence, tandis qu'il paraissait confiant et prêt à assumer ses nouvelles fonctions. Sapiak salua les disciples d'un sourire serein, se présentant comme leur instructeur officiel à compter de ce jour. Certains disciples furent surpris par ce qui se passait et Yoon Wik-young parut légèrement agacé, se demandant ce qui se passait, tandis qu'un autre élève montrait des signes d'étonnement. Soudain, le disciple Gokboy hurla de colère au loin, exigeant la fin de ce qu'il qualifiait d'absurde. Gokboy s'approcha de Sapayant avec colère, exprimant son mécontentement face à son transfert soudain dans une nouvelle classe avec un instructeur qu'il jugeait faible. Gokboy continua son objection, criant qu'il n'écouterait pas les ordres de quelqu'un qui, jusqu'à récemment, ne savait même pas utiliser son énergie interne. Sapiag le regarda calmement et lui dit que sa façon de parler à son instructeur principal était totalement irrespectueuse. Gokboy continua d'injurier Sapiant avec colère et mépris, soulignant qu'il ignorait comment Sapiant avait obtenu le poste de premier instructeur. Il affirma qu'il n'apprendrait rien d'un instructeur qui venait tout juste de pouvoir utiliser son énergie interne, ce qui augmentait la tension. Soudain, Segon lança le sort de clignement des yeux, apparaissant devant Gokboy à une vitesse fulgurante, prêt à prendre des mesures disciplinaires. Go, choqué et confus, ne comprenant pas comment Sapiant avait pu s'approcher de lui si vite, Gokboy poussa un cri de terreur face à l'instructeur qui était apparu soudainement et inopinément devant lui. Sepeong expliqua alors calmement que l'article 3, clause 5, du règlement de l'académie lui permettait de punir un élève fautif afin de le guider et de l'instruire. Gokb, furieux, serra le poing, prêt à attaquer. Il lança alors son attaque avec la puissante et violente technique du poing du tigre et du dragon, qui brise les montagnes. Sapigan évita facilement l'attaque, exprimant son mécontentement face au langage irrespectueux de Gok et à son comportement violent envers son instructeur. Il ajouta ensuite calmement que l'utilisation des arts internes en classe sans autorisation constituait une autre violation du règlement. Gok tenta de l'attaquer à nouveau, mais Saigon l'interrompit aussitôt, affirmant que ses pires actions répétitives étaient son pire acte. Sapigan assena un coup de poing puissant et rapide à Gokboy, provoquant chez ce dernier un choc violent et une vive douleur. Go hurla bruyamment sous l'intense douleur et commença à faiblir face à l'instructeur qu'il avait jusque-là cru faible. Sapian continua d'évoquer la faiblesse des compétences de combat de Go, soulignant qu'il n'était pas au niveau auquel il s'attendait. Sapian enchaîna une série de coups rapides et successifs qui frappèrent violemment Gok. Faisant preuve d'une nette supériorité, il assena un dernier coup de grâce à Gokboy, le faisant tomber au sol de manière humiliante.
Gok s'écroula, souffrant, incapable de résister, l'air furieux et agacé. Sapyong lui ordonna de se relever, affirmant que ses conseils et ses instructions n'étaient pas terminés. Tanli Jang observa la scène avec stupeur, incrédule face à la supériorité de Segon sur Go. Il se souvint de la force de son camarade Gokboy, connu pour être l'un des plus forts nouveaux disciples en arts extérieurs, et fut profondément désemparé par sa défaite rapide face à Sapayan. Gokboy lutta pour se relever, insultant Sapegang avec une colère manifeste. Mais Sapagang contra sa nouvelle attaque avec une facilité déconcertante et porta un nouveau coup de grâce qui le renvoya au sol une seconde fois. Les autres disciples observèrent la scène, stupéfaits, l'inquiétude visible. Sapigon s'avança vers le jeune Gok, tombé au sol, et exprima son mécontentement face à l'état pitoyable de la classe dès la première leçon. Il dirigea son regard sévère vers le disciple vaincu. Sapiagon exprima calmement ses regrets, expliquant que le rôle d'un instructeur est de calmer les larmes de ses élèves et de leur enseigner correctement, tandis qu'il s'apprêtait à punir Gokboy. Ce dernier, apparemment terrifié et choqué, leva les mains pour tenter de se défendre contre l'attaque imminente de Sapayan. Sapayan s'avança rapidement vers Gokboy, tandis que les autres disciples semblaient observer la scène avec étonnement et inquiétude. Pendant ce temps, Yoon Wikyong intervint, estimant que les agissements de Sep envers l'étudiant étaient excessifs, s'adressant à Sepean avec un respect apparent. Sapayan se tourna vers Yoon Wikong avec un sourire calme, commentant qu'il avait enfin agi, comme s'il attendait son intervention depuis le début. À cet instant, Sapian se souvint que Yoon Wikong deviendrait plus tard le chef de l'Alliance de l'Épée Céleste, signe de l'importance et de la force de cet élève. Sepan se souvenait de Yoon Wook-young, de la classe de première année de Shamuleya, comme du second fils du clan de l'Épée Dévastateur, l'un des plus célèbres et puissants des plaines centrales. Dès son plus jeune âge, Yoon Wook-young était reconnu au sein de son clan pour son génie exceptionnel en arts martiaux. Même parmi les nouveaux étudiants de l'Académie de la Source du Dragon, il se distinguait par ses compétences supérieures. Le talent de Yoon Wook-young surpassait de loin celui de l'Académie. À 20 ans, il parvint à devenir un maître maréchal de haut rang et se classa parmi les 10 meilleurs maîtres maréchals de l'Alliance orthodoxe. Yoon Wook-young était promis à une vie brillante et couronnée de succès, devenant l'un des maîtres maréchals les plus éminents et respectés des plaines centrales. Mais tous ses rêves et ambitions s'évanouirent avec l'apparition des démons, et la tragédie qui bouleversa sa vie commença. Dès le début de l'invasion démoniaque, Yoon Wikong participa à plus de batailles que quiconque et prouva sa valeur et sa force sur le champ de bataille. Mais le clan de Yoon devint rapidement la cible privilégiée des attaques démoniaques, menant à son annihilation complète. Tous ses membres furent tués, à l'exception de Yoon Wikong lui-même. Malgré cette catastrophe, Yoon Wikyong ne sombra pas dans le désespoir ni le chagrin comme d'autres, mais continua à résister et à défier. Yoon Wikyong parcourut les plaines centrales, livrant d'innombrables batailles contre les démons et rassembla les survivants pour former un front uni de sectes orthodoxes et non orthodoxes. Même dans des circonstances désespérées, Yoon Wikong mena les derniers artistes martiaux dans une résistance ultime et acharnée contre les démons. Sapan se souvenait encore clairement du courage de Yoon Wikyong dans les combats qu'il avait menés avec tant de vaillance. Yoon Wikyong se précipitait toujours au front. Et lorsqu'il déchaînait l'énergie éblouissante de son épée, il abattait d'un seul coup les gigantesques bêtes démoniaques qui semblaient couvrir le ciel. Sans aucun doute, Yoon Wikyong était le héros et le dernier espoir des plaines centrales. Mais aujourd'hui, après le retour de Sapigan dans le passé, Yoon Wikyong n'était plus qu'un jeune homme arrogant issu d'une famille noble et ancienne. Sapian s'adressa à Yoon Wikyong d'un ton provocateur, soulignant qu'il avait finalement décidé d'intervenir et de faire face à la situation. Sepeong se tourna alors vers Yoon Wikong, l'appelant « Petit Yoon », et lui fit remarquer avec sarcasme son retard à agir. Les deux hommes échangèrent rapidement des coups, et Yoon Wikyong fit preuve d'une grande habileté pour esquiver l'attaque de Sap. Sap sourit, commentant ironiquement que la situation devenait cocasse. Yoon Wikyong répondit, exprimant sa surprise face à la force soudaine acquise par Sapan, même s'il ne pouvait utiliser son énergie interne jusqu'à récemment. Sapayan affirma que c'était effectivement inattendu, appréciant la réaction de Yoon Wikyong. Tandis que Gokboy était assis, embarrassé et souffrant de sa perte, Yoon Wikyong fit remarquer que Sapian ne faisait que frimer devant ses disciples avec son nouveau pouvoir. Yoon Wikyong demanda sèchement si ce nouveau pouvoir était lié à ces rencontres fatidiques dont il parlait. Sapayan pensa que Yoon Wikong était intelligent et perspicace, se demandant s'il était sincèrement curieux à ce sujet. Sapian répondit en souriant que si Yoon Wikyong suivait son entraînement avec assiduité désormais, il pourrait lui révéler ce secret.
mais Yoon Woo-kyung refusa froidement son offre. Yoon Woo-kyung dit avec assurance qu'il ignorait quelle astuce Sang avait utilisée pour modifier la liste des élèves si rapidement, mais qu'il déposerait une plainte officielle auprès de l'académie. Yoon Woo-kyung ajouta qu'il n'avait aucune envie d'apprendre de quelqu'un dont l'ego était gonflé par un coup de chance soudain. Puis Yoon Woo-kyung se retourna et s'éloigna, suivi par les autres étudiants, laissant Seg seul. Seg les regarda s'éloigner, et il semblait s'attendre à un tel comportement de leur part. Les disciples de Yoon Woo-kyung continuèrent leur chemin vers le bâtiment universitaire, tandis que Seg les observait de loin. Les étudiants échangèrent des regards, et la tension et l'anxiété se lisaient sur leurs visages. Finalement, Segon esquissa un sourire calme et sarcastique, comme s'il était satisfait de la tournure des événements. Sapigan s'approcha de Tan Lijang, lui posa une main sur l'épaule et lui demanda avec un sourire sarcastique s'il pensait n'avoir rien à apprendre de lui. Sapian continua de parler à Yoon Woo-kyung, affirmant qu'en seulement 10 jours d'entraînement, cet élève, Tan Lijang, serait capable de vaincre Yu. Le visage de Tan Lijang était clairement choqué et tendu, car il ne s'attendait pas à ce que son nom soit utilisé dans un tel défi. Yoon Woo-kyung s'arrêta brusquement, émettant un son qui reflétait sa profonde stupéfaction face à ce qu'il venait d'entendre. Yoon Woo-kyung se tourna brusquement vers Sapayan, lui demandant clairement ce qu'il venait de dire. N'en croyant pas ses oreilles, Sapiagon sourit calmement et avec assurance, affirmant qu'il était prêt à répéter ses paroles autant de fois que nécessaire, soulignant qu'en une semaine d'entraînement seulement, Tan Lijang serait capable de vaincre Yoon Woo-kyung facilement. Puis, Sapian ajouta que cet élève, que Yoon Woo-kyung considérait comme faible comme un insecte, deviendrait assez fort pour vaincre Yoon Woo-kyung. Extrêmement choqué, Tan Lijang se tourna vers l'instructeur, lui demandant, confus et paniqué, ce qui se passait. Avant que Tan Lijang ne puisse terminer sa question, Sapegong plaça violemment sa main sur la bouche de Tan Lijang pour l'empêcher de parler, ce qui augmenta son anxiété. L'expression de Yoon Woo-kyung se transforma en colère et en intensité, et des signes de menace commencèrent à apparaître sur lui. Prêt à affronter Sapayan, Yoon Woo-kyung demanda sèchement si Sapian était vraiment prêt à assumer ses paroles et son défi officiel. Sapayan répondit avec une confiance absolue et un sourire sarcastique qu'il était bien sûr prêt à assumer ses propos. Sapayan proposa à Yoon Woo-kyung un pari sur un combat officiel dans 10 jours entre Yoon Woo-kyung et Tan Lijang. Tan Lijang fut confus et paniqué par cette proposition. Il expliqua les termes du pari, précisant que si Tan Lijang gagnait, Yoon Woo-kyung devait suivre son entraînement sans objection. Sapiak continua en disant que si Yoon Woo-kyung gagnait, il pourrait faire ce qu'il voulait, que ce soit lui demander de quitter l'académie, s'excuser ou s'agenouiller et le supplier. Cependant, Yoon Woo-kyung répondit avec dédain qu'il n'avait besoin de rien de Sapayan. En retour, Yoon Woo-kyung clarifia que Sapigan devait se préparer à la confrontation qui les opposerait dans une semaine. Tan Lijang et Sapian regardèrent Yoon Woo-kyung partir et la tension se lisait clairement sur leur visage. Soudain, Tan Lijang se mit à crier de manière inattendue, sous le choc, ce qui surprit Sapian, qui ne s'attendait pas à une telle réaction. Paniqué, Tan Lijang leva les mains tandis que Seg tentait de le calmer. Surpris par sa réaction, il continua de crier hystériquement, ce qui poussa Segon à lui dire que sa voix était excessivement forte. Paniqué, Tan Lijang attrapa les vêtements de l'instructeur Sapegong et lui demanda ce qu'il avait fait et pourquoi il l'avait mis en confrontation avec Yoon Woo-kyung. Sapian tenta de calmer Tan Lijang, lui demandant de le laisser partir afin qu'il puisse lui expliquer pourquoi il avait choisi ce défi. Tan continuait de crier qu'il n'avait rien fait pour mériter cela. Comme Tan Lijang ne cessait de s'accrocher à lui, Sapan le repoussa violemment, faisant tomber Tan Lijang au sol. Après cela, Sapan annonça l'annulation du cours du jour et demanda à tous les élèves de partir, tandis que Tan Lijang restait allongé par terre, épuisé. Il annonça aux élèves que le programme du prochain cours leur serait envoyé individuellement le lendemain. Tandis que les élèves partaient, se demandant ce qui se passait, Tan Lijang commença à se lamenter sur son sort en pleurant, se plaignant de la situation difficile dans laquelle il s'était retrouvé à cause de ce défi. Sapayan lui conseilla simplement de remporter la confrontation. Se demandant pourquoi Tan Lijang supposait nécessairement qu'il allait perdre. Tan Lijang expliqua avec regret sa défaite contre Gokboy lors de son premier match officiel après son entrée à l'académie. Il ajouta avec tristesse qu'il avait perdu ce combat de manière humiliante et que, depuis, Gok le harcelait quotidiennement. Tan Lijang commença à parler avec tristesse de ses souffrances quotidiennes dues au harcèlement de son camarade de classe, Gokboy. Malgré cela, il voulait révéler un fait surprenant à son sujet. Tan Lijang expliqua que même le monstre Gok était incapable de toucher Yoon Woo-kyung lors d'un duel direct.
il poursuivit son discours en affirmant que Go avait été vaincu sans pouvoir porter le moindre coup à Yoon Woo-kyung. Sapion écouta Tani Jong et reconnut que Yoon Woo-kyung possédait un talent exceptionnel et incontournable. Tani Jong ajouta que son talent en arts martiaux était unique, même sans le soutien total du clan Yoon. Sapigan sourit avec assurance et calme et dit à Tani Jong de ne pas s'inquiéter de la confrontation. Sep désigna alors Tan Lee Jang avec une grande assurance, l'assurant qu'il était bien plus fort que Yoon Woo-kyung. Tan Lee Jang, extrêmement confus, demanda ce que Sepeong voulait dire, ne comprenant pas ces étranges paroles. Sapayan révéla une vérité choquante, expliquant que Tani Jang, dans le futur, était lui-même l'archer légendaire devenu célèbre pour avoir tué des démons avant le retour du temps. Dans un moment de panique intense, Tani Jang hurla bruyamment, refusant d'accepter ce qu'il entendait. Visiblement ému, Tani Jang affirma que même s'il acceptait l'idée que son instructeur et sa classe changent soudainement, il ne comprenait pas pourquoi il avait été choisi pour affronter publiquement Yoon Woo-kyung. Tani Jang exprima clairement son agacement et sa confusion, se demandant pourquoi il devait précisément participer à un duel public contre Yoon Woo-kyung. Sapan lui demanda s'il n'avait pas encore compris le but de tout cela, expliquant que la victoire de Tan Lee Jong au duel serait une preuve évidente de ses capacités d'instructeur. Tani Jong continua de se plaindre et de se demander ce qu'il gagnerait personnellement, exprimant sa frustration d'avoir été entraîné dans cette confrontation. Sapiag sourit mystérieusement en répondant à la question de Tan Lee Jong, « Vengeance ?» Tani Jang resta figé sous le choc et demanda, perplexe, ce que l'instructeur entendait par ce mot. Sapigan lui demanda sarcastiquement s'il n'était pas celui qui se faisait toujours battre par Gokboy, ce qui stupéfia Tan Lee Jong. Sapayigon poursuivit son discours en demandant à Tan ce qu'il avait ressenti après sa récente défaite contre Gokboy, le provoquant clairement. Sapiak continua de provoquer Tan Lee Jang, étais-tu excité ou revigoré en le voyant ainsi vaincu? Sapion se pencha alors vers Tan Lee Jang et lui demanda d'un ton léger, était-il en colère parce qu'il ne pouvait pas se venger? Avec un sourire malicieux, Sapion répondit à Tani Jong que s'il devenait assez fort pour vaincre Yoon Woo-kyung, il pourrait certainement se venger de Gokboy. Sapion affirma que dans ce cas, même quelqu'un d'aussi faible que Tani Jong serait facilement capable de se venger de ses propres mains. Sapion s'approcha de Tan Lee Jang et lui demanda d'un ton séduisant si ce n'était pas un merveilleux cadeau pour lui. Tani Jang semblait un peu hésitant, se demandant, confus, s'il lui était possible de devenir aussi fort que son instructeur le lui avait annoncé. Sapiag répondit avec une confiance absolue, l'assurant qu'il en était tout à fait capable. Finalement, Tan Lee Jang cria avec une détermination manifeste qu'il voulait devenir plus fort pour lui-même, et non pour se venger de Gokboy. Un large sourire suspicieux apparut sur le visage de Segon, qui déclara avec impatience qu'il allait voir comment cela était possible. Tani Jong commença immédiatement son entraînement et apparut sur le terrain face à un mannequin. Dans la scène finale, Tan Lee Jang continuait son entraînement sous la supervision et l'observation de Sapayan, signe évident du début de son parcours vers la force. Sapion, assis, observait Tan Lee Jang s'entraîner, suggérant qu'il était temps d'évaluer son niveau actuel. Tan Lee Jang se tenait prêt, s'imaginant affronter Yoon Woo-kyung, et Sapion l'exhortait à utiliser toute sa force et ses compétences de combat. Tan Lee Jang prit une profonde inspiration, essayant de calmer ses nerfs avant de commencer son entraînement intensif. L'entraînement de Tani Jong commença et il se dirigea rapidement vers sa cible avec une grande concentration. Tani Jang attaqua le mannequin d'entraînement avec détermination et rapidité. Tani Jong lui assena des coups successifs et violents. Il continua à porter des coups puissants et successifs, démontrant sa grande détermination à démontrer toutes ses capacités. Tani Jang enchaîna les coups avec vitesse et puissance. Son visage était sérieux et déterminé. Tan Lee Jang perdait sa concentration à mesure qu'il continuait à s'entraîner et ses yeux exprimaient une grande fatigue. Sapian cria, encourageant Tan Lee Jang à continuer et à ne pas s'arrêter, lui demandant de déployer toute sa force. Tan Lee Jang poussa un cri puissant et intensifia ses coups, utilisant toute son énergie intérieure. Soudain, une étrange lueur apparut dans les yeux de Tani Jang, indiquant qu'il avait ressenti quelque chose d'inhabituel pendant l'entraînement. Tani Jang trébucha soudainement et tomba violemment au sol, perdant le contrôle de son énergie intérieure. Tani Jong semblait épuisé, toussant violemment et essayant difficilement de reprendre son souffle. Sapion observa la situation en silence et calmement, étudiant attentivement l'état de Tani Jong. Sapigan lança alors un seul commentaire, pathétique, ce qui choqua profondément Tani Jang. Sapigan demanda directement à Tani Jong s'il était conscient de son problème actuel.
Tani Zhang expliqua avec difficulté qu'il sentait son énergie intérieure se disperser de façon étrange dès qu'il essayait d'effectuer des mouvements simples. Tan Leizhong se souvenait avoir d'abord pensé avoir mal appris les techniques de martial de son clan, mais après plusieurs entraînements, il avait découvert qu'il n'avait aucun problème avec les mouvements de base. Tan Leizhong expliqua également qu'il pensait qu'il y avait peut-être un défaut dans son énergie interne ou ses points méridiens, et il fit examiner son état à plusieurs reprises au sein de son clan, sans succès. Tani Zhong en conclut finalement qu'il manquait peut-être de talent ou souffrait d'une maladie inconnue, mais Sapant sourit et lui expliqua que ce n'était pas la raison. Segon expliqua à Tani Zhong que la véritable raison était que ses méridiens étaient plus dispersés que ceux des gens ordinaires. Tan Leizhong fut surpris par ce qu'il entendit et ne saisit pas pleinement le sens des paroles de Sapien. Il se demanda, confus, ce que Sap voulait dire par là. Il lui expliqua donc clairement que ses méridiens étaient plus dispersés que d'habitude. Sap ajouta que cette affection rare était généralement bénéfique, mais qu'elle devenait problématique car Tani Zhang était encore jeune et manquait d'énergie interne. Il poursuivit son explication en expliquant que tous les artistes martiaux libéraient leur énergie interne du dantian vers les méridiens. Cependant, les méridiens de Tani Zhang étant plus larges que d'habitude et son énergie interne étant faible, celle-ci se disperse et ne se concentre pas correctement. Par conséquent, son énergie interne ne se concentre pas correctement et continue de se disperser au lieu de se concentrer pendant le combat. Tani Zhang fut très surpris, n'ayant jamais entendu parler de cela auparavant. Sapang sourit calmement et confirma que ses propos étaient parfaitement logiques, suggérant qu'il pourrait l'aider à surmonter ce problème. Sapigon se remémora des scènes douloureuses du passé, où il se voyait parmi les cadavres éparpillés sur le champ de bataille, dans un moment de douleur et de chaos. Il se retrouva grièvement blessé, ses vêtements déchirés et tachés de sang, et il pouvait à peine bouger à cause de la fatigue et des blessures. Puis Tan Leizhong apparut, vêtu d'une cape et cachant son visage derrière un masque, signe d'un changement significatif dans sa personnalité et son apparence. Sapien se souvint d'avoir obtenu par hasard certaines informations, alors qu'il se trouvait au milieu d'un champ de destruction peuplé de monstres et de cadavres. La scène revint au présent, Tan Leizhong apparut agenouillé devant Sapien, sur le terrain d'entraînement, prêt à recevoir conseils et instructions. Tan Leizhong remarqua l'étrange atmosphère qui l'entourait et se demanda si Segon avait une histoire ou une raison cachée derrière cette étrange atmosphère. Sapigan sourit calmement et mystérieusement et dit qu'il s'arrêtait là, gardant certains détails pour lui. Sapigan s'approcha de Tani Zhang avec enthousiasme et lui dit que, maintenant qu'il connaissait la nature du problème, il devait s'atteler à sa résolution sans tarder. Tani Zhang fut surpris par la possibilité d'une solution à son problème et exprima son profond étonnement devant la confiance de Sapigan. Sap affirma avec une grande confiance que la solution était en effet très simple et expliqua que Tani Zhang pourrait surmonter son problème de points méridiens dispersés en augmentant sa quantité d'énergie interne. Mais Sapayan admit qu'il était difficile d'augmenter significativement son énergie interne en si peu de temps. Sapayagon fit remarquer que, pour l'instant, il ne pouvait enseigner à Tan Leizhong qu'une seule méthode pour surmonter son problème. Sapayan demanda à Tan Leizhong de se concentrer sur l'accumulation continue d'énergie interne avant d'entamer ses mouvements de combat de base. Sapion expliqua alors à Tan Leizhong qu'une fois suffisamment d'énergie accumulée, il pourrait alors déployer pleinement sa force. Tani Zhang mit en pratique les conseils de Sapayan et se précipita à toute vitesse vers le mannequin d'entraînement chargé d'énergie. Grâce à un mouvement puissant et étonnant, Tani Zhang réussit à porter un coup puissant qui fracassa le mannequin d'entraînement et révéla sa véritable force. Une expression de joie et d'excitation se lisait sur le visage de Tani Zhang après avoir réussi son attaque. Sapien observait ce succès, souriant de satisfaction et de fierté pour son élève. Tani Zhang se précipita vers Sapien, tout joyeux, criant avec enthousiasme, certain que son énergie intérieure ne s'était pas dissipée cette fois. Sapien le rassura calmement en lui disant qu'il avait remarqué sa bonne performance et lui dit de ne pas s'inquiéter, car il avait excellé avant de s'effondrer d'épuisement. Tani Zhang ressentit une profonde euphorie et déclara avec enthousiasme qu'il n'avait jamais ressenti une telle force et une telle vitalité. Mais soudain, Tan Leizhong perdit l'équilibre et commença à tomber, perdant le contrôle de son corps. Désemparé, Tani Zhang tomba au sol et ne comprit pas ce qui lui était arrivé. Tani Zhang se mit à tousser violemment et demanda faiblement ce qu'il avait soudainement atteint. Alors qu'il était allongé par terre, extrêmement épuisé, Sapien l'interrogea froidement sur son état. Tani Zhang admit qu'il ne ressentait plus aucune force. Sapayigon le rassura en lui disant qu'il ne s'agissait que d'un léger effet secondaire dû à la première utilisation correcte de ses points méridiens.
Sapiag ajouta que son corps ne s'était pas encore adapté à l'utilisation des points méridiens de cette nouvelle manière, d'où cet état d'épuisement. Il lui dit de ne pas trop s'inquiéter, car ses effets secondaires disparaîtraient d'eux-mêmes au bout de quelques mois. Danny Zhang fut très surpris en se rappelant que son duel avec Yun Wuqiong aurait lieu dans une semaine seulement, et non dans quelques mois comme Sap Gang le lui avait annoncé. La scène commençait par une vue paisible de l'endroit où Tan Lijong s'entraînait sous la supervision de Sapé à l'Académie de la Source du Dragon. Sapayan lança un violent coup d'arme vers Danny Zhang, lui annonçant 2 problèmes majeurs à résoudre. Danny Zhang écoutait attentivement l'instructeur Sapayan, attentif à ce qu'il allait dire à propos de ces problèmes. Sapayagon expliqua que le premier problème se posait lorsque Tan libérait toute l'énergie interne accumulée en un seul coup, ce qui provoquait l'effondrement de son corps juste après le coup. Sapigon ajouta que le second problème était que le noyau énergétique de Tan Lijong était encore petit et ne pouvait pas stocker une grande quantité d'énergie sur une longue période, ce qui pourrait entraîner une déviation énergétique, ce qui est interdit. Sapan demanda à Tan Lijong s'il avait bien compris tout ce qu'il avait expliqué jusqu'ici. Tan répondit avec assurance qu'il avait bien compris. Tandis que Tan Lijong restait perplexe, Sapan commença à bouger son arme pour préparer l'étape suivante, ce qui poussa Tan à s'interroger sur la raison de ce mouvement. Sapiag dit à Tan qu'il devait réfléchir attentivement à la manière d'affronter Yun Wuqiong après le début du duel et lui demanda combien de temps il lui faudrait pour rassembler son énergie interne. Danny Zhang répondit avec hésitation qu'il lui fallait environ 7 minutes pour rassembler son énergie. Sapayan demanda d'un ton ferme comment Tan comptait tenir tête à Yun Wuqiong pendant si longtemps. Tan Lijong, confus et anxieux, demanda à Sapian ce qu'il devait faire dans cette situation. Sapayan lui répondit que la seule solution était d'esquiver les attaques de son adversaire de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il ait retrouvé toute son énergie. Sapan surprit Tan Lijong d'une attaque soudaine, poussant Tan à crier de surprise en essayant d'esquiver le coup. Tan Lijong, paniqué, demanda ce que Sapan faisait, persuadé d'être attaqué pour de bon. Sapian cria à Tan de se concentrer, de rassembler son énergie et de ne jamais quitter l'arme de son adversaire des yeux. Sapigan utilisa une technique d'illusion pour détourner l'attention de Tan Lijong. Durant l'entraînement, Tan Lijong fut extrêmement surpris de voir Sapan percer sa défense avec rapidité et aisance. Il reçut un coup puissant de sec qui le projeta au sol, lui causant une vive douleur. Tan Lijong s'effondra douloureusement au milieu du terrain d'entraînement. Tan Lijong se plaignit de l'intensité de la douleur, ce à quoi Segon répondit froidement qu'il se plaignait même s'il n'avait pas utilisé d'énergie interne pour frapper. Sapigan lui ordonna de se lever pour continuer l'entraînement, ce qui surprit Tan, qui se demanda s'il s'agissait bien d'un véritable entraînement. Il lui assura avec assurance qu'il s'agissait d'un entraînement à l'évasion, ce qui poussa Tan Lijong à se plaindre de cette étrange méthode. Il aborda Tan Lijong très sérieusement, lui assurant qu'il ne faisait pas cela uniquement pour l'humilier ou l'agacer. Sapigan ajouta qu'il lui avait clairement expliqué la raison de sa faiblesse et lui avait montré une méthode pratique pour la surmonter. Sapian affirma alors avec sérieux que c'était le seul moyen pour Tan de blesser, ne serait-ce que légèrement, Yun Wuqiong lors de leur duel à venir dans une semaine. Sapian reconnut la difficulté et la dureté de cet entraînement, mais demanda à Tan Lijong si cette difficulté était plus grande que l'humiliation et les brimades qu'il avait subies de la part de Gokboy et de Yun Wuqiong. Sapian se demanda si Tan Lijong était vraiment prêt à renoncer à cette précieuse occasion de faire ses preuves auprès de tous ceux qu'il avait traités avec mépris. À cet instant, Tan Lijong se remémora le visage de Yun Wuqiong, déterminé à prendre sa décision. Il serra fermement son arme et s'excusa auprès de l'instructeur Segon pour son hésitation. Tan Lijong se redressa fermement et dit à Sapayan qu'il était prêt à endurer une journée entière d'entraînement difficile s'il le fallait, et lui demanda de poursuivre l'entraînement à l'évasion. Tan Lijong fut surpris par les paroles de Segon, qui rejeta l'idée qu'il ne l'entraînerait qu'une seule journée et l'assura qu'il s'entraînerait ainsi sans interruption pendant toute la semaine restante. Tan Lijong fut pris de panique et d'incrédulité en apprenant qu'il devait s'entraîner sans relâche toute la semaine. Stupéfait par l'enthousiasme débordant de son instructeur, il tenta de reculer. Sapayan se précipita sur lui avec enthousiasme, criant qu'il s'apprêtait à le poursuivre dans un entraînement extrêmement dur. Tan Lijong leva les mains, terrifié, demandant à son instructeur d'attendre un instant, mais en vain. Tan Lijong reçut un coup violent et hurla de douleur intense sur le terrain d'entraînement. Après une semaine entière, le jour du duel décisif entre Tan Lijong et Yun Wuqiong arriva. Une foule nombreuse d'élèves et de professeurs de l'Académie Dragon Spring se rassembla autour de l'arène pour assister au match tant attendu. Les élèves commencèrent à discuter avec impatience et excitation en attendant le début du duel. Yun Wuqiong apparut, debout,
confiant, au milieu de l'arène, son arme à la main, attendant calmement et sereinement le début du duel. De l'autre côté, Tan Lijang se tenait debout, le visage couvert de bleu, l'air tendu et fatigué par les effets de l'entraînement intensif qu'il avait subi toute la semaine. Les élèves commencèrent à chuchoter entre eux, se demandant combien de temps Tan Lijang tiendrait dans ce duel, surtout avec ses blessures et sa fatigue apparente. L'un d'eux lança sarcastiquement que Tan Lijang serait vaincu d'un seul coup et s'effondrerait immédiatement. Un autre élève se demandait si Tan Lijang s'était bien entraîné et avait pris des mesures spéciales pour ce duel. Son camarade répondit qu'il l'avait vu plusieurs fois au cours de son étrange entraînement. L'élève se souvenait de scènes d'entraînement intenses de Tan Lijang, recevant des coups de bâton incessants de son instructeur toute la semaine précédente. Tan Lijang semblait extrêmement fatigué par la quantité d'entraînement et les blessures qu'il avait subies. Gokboy observa la scène avec sarcasme, qualifiant Tan Lijang d'idiot et de naïf d'avoir cru aux paroles de Segon et de s'être mis dans une telle situation. Gokboy continua ses sarcasmes et ses dénigrements envers Tan Lijang, estimant qu'il n'avait aucune chance de gagner contre Yoon Wik-young. Il s'adressa alors à Tan Lijang, lui disant qu'il avait été victime des mensonges et de la tromperie de l'instructeur Sapigan et qu'il avait creusé sa propre tombe. Yoon Wik-young prit la parole, s'adressant formellement à l'instructeur Sapéyon avant le début du duel. Yoon Wik-young expliqua que bien qu'il ait dit auparavant qu'il ne voulait rien de Sapigan, il voulait maintenant fixer ses propres conditions. Yoon Wukong demanda à Sapion de quitter l'académie lui-même s'il perdait, affirmant qu'il ne voulait pas perdre son temps de cette façon à nouveau. Sapiag accepta immédiatement et en toute confiance la condition de Yoon Wik-young et jura sur son nom de s'y conformer. Sapion rappela également à Yoon Wik-young sa propre condition, à savoir que Yoon Wik-young devait s'engager à assister à toutes ses séances d'entraînement sans objection s'il perdait. Sapion sourit légèrement et avertit Yoon Wik-young que la personne sur laquelle il devait se concentrer à cet instant n'était pas lui, mais Tan Lijang dans l'arène. Tan Lijang se tenait fermement dans l'arène, prête à entamer ce duel fatidique. Yoon Wik-young regardait Tan Lijang en silence et avec une concentration intense, prête elle aussi à en découdre. Sapayon applaudit, annonçant officiellement le début du duel entre les deux étudiants. Sapayon commença à expliquer les règles du duel, confirmant que la victoire serait obtenue si l'un des adversaires perdait connaissance, se rendait ou laissait tomber son arme. Sapion ajouta également qu'il était strictement interdit de porter des coups mortels ou mettant la vie en danger et qu'il était le juge final de ce duel. Le duel entre Tan Lijang et Yoon Wik-young débuta dans une intense tension et une impatience palpable de la part de tous les participants.